fait beaucoup chez les clients, c'est le point de départ. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre ces objets et de les intégrer dans mes métiers. Je me fais finalement une matrice de quels usages et quelles valeurs avec ces usages et quelle accessibilité. J'essaie finalement de choisir ce qui est le plus simple pour le maximum de valeur. Derrière cette matrice, qu'est-ce que tu vois, toi, comme usage concret? Tu as vu des clients là, qui nous écoutent, ils sont une centaine, je crois. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire d'explorer en priorité? Je pense que c'est la slide suivante, d'ailleurs. En termes d'usage, en fait, on a un certain nombre de... on a identifié 3 grandes familles. Une première famille autour de l'expérience client. Comment est-ce que j'améliore l'expérience client grâce à ChatGPT? On le voit bien. Ça peut être générer du contenu marketing, ça peut être personnaliser une interaction avec un client. On a une deuxième famille qui va être comment est-ce que j'améliore la productivité autour de la gestion documentaire, par exemple. Capacité à aller chercher, synthétiser du contenu, aller chercher du contenu et avoir un sorte de bibliothécaire à domicile qui est capable de faire cette recherche en quasiment instantanée. Et puis, la troisième catégorie de cas d'usage qui va être autour du collaborateur augmenté, que ce soit le développeur, on l'a mentionné tout à l'heure, avec la capacité à générer et à optimiser du code informatique, l'employé de bureau qui va avoir une suite bureautique augmentée de ChatGPT pour pouvoir, ou un consultant d'ailleurs, pour pouvoir lui faire ses slides et en tout cas l'aider dans sa productivité. Et puis après, des fonctions qui vont être très consommatrices de contenu. Je pense notamment aux avocats, au bid manager pour analyser des contrats. Et donc toutes ces fonctions-là... On en parlera tout à l'heure avec Jonathan qui va faire un petit retour d'expérience. Et donc toutes ces fonctions-là qui vont assez grandement ce que tu dis implicitement, c'est qu'il n'y a pas un domaine dans une entreprise ou un monde dans une entreprise qui, a priori, ne se regarde pas ces sujets. Le sujet des LLM, ce n'est pas le sujet de la DSI ou du non, on va retrouver des usages aujourd'hui dans l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise. Et moi, je pense que le principal enseignement, c'est comment est-ce qu'on est pragmatique et on va regarder un usage sur lequel on va pouvoir augmenter ou améliorer tel ou tel processus. Aujourd'hui, l'engouement des LLM fait qu'on a tendance à surutiliser ce type d'outils pour adresser n'importe quelle typologie de cas d'usage. La réalité, c'est qu'on va continuer à utiliser de l'IA traditionnelle pour traiter des problèmes d'optimisation sous contrainte dans la supply chain. Il y a toute une classe de problèmes qui vont continuer à être traités grâce au machine learning ou à l'intelligence artificielle classique, entre guillemets. C'est un peu comme dire que si le seul outil dont vous avez à disposition est un marteau, tout a tendance à ressembler à un clou. Donc là, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut savoir être un peu pragmatique sur l'utilisation qu'on fait de ces modèles. Super. Il y a un usage auquel on croit beaucoup, qu'on a beaucoup déployé chez nos clients, qui est l'usage du search. C'est de recréer finalement un moteur de recherche qui permet de taper dans une base qui est complexe. Et Jonathan Cassaigne est le directeur des expertises d'une formidable entreprise qui est Quantmetric, a rejoint le groupe Capgemini. Vous faites un projet, c'était un des projets qu'on voulait vous partager, qui est assez exemplatif, on peut dire, de cet usage de search, la capacité à taper dans des très grosses bases qui sont les data rooms dans des exercices de fusion-acquisition. Je te le présente. Oui, tout à fait. Je vais vous emmener à la rencontre de Georges, qui est l'agent conversationnel qu'on a développé pour le compte d'un fonds d'investissement afin d'accélérer la phase de due diligence. Donc, je vais illustrer effectivement de façon concrète plusieurs éléments qui ont été partagés par Alex. Donc, ce fonds d'investissement, il gère un peu plus d'1 milliard d'assets, qu'il a de nombreuses due diligence dans l'année. La due diligence, c'est des phases très réduites, très courtes, où pendant 2 ou 3 semaines maximum, il y a jusqu'à 20 000 documents à ingérer, à analyser. Donc c'est des phases très intenses qui sont cruciales pour le business de ces fonds d'investissement, qui sont aussi très coûteuses, puisque ça peut vouloir dire jusqu'à l'équivalent de 10 ETP supplémentaires pour lire, analyser, synthétiser, résumer, et puis se faire des convictions sur cette base documentaire. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si j'ai le droit de le répéter, je le fais quand même,
un des objectifs stratégiques de votre client était de réduire le nombre de contrats de conseil qu'ils avaient avec McKinsey pour ce projet. Alors, je ne sais pas si on va donner le nom, mais en tout cas, effectivement, ils ont validé le fait qu'ils pouvaient réduire la force de travail supplémentaire de conseil, d'analyste qu'ils pouvaient avoir, gagner un temps considérable et gagner du coup de l'argent aussi, plusieurs milliers d'euros par jour de due diligence. Donc c'est effectivement notre client, l'objectif de ce projet, c'était d'avoir un outil type ChatGPT, parce que c'était la demande du client, je veux un outil type ChatGPT qui soit plugué sur une base de données vectorielle qui ait accès à l'ensemble des données de la due diligence. Donc toutes ces données ont été effectivement au départ préparées, gérées et vectorisées. Tu fais un peu peur, hein, le mot vectorisé, donc explique pourquoi c'est ce qui va permettre finalement d'avoir accès à l'ensemble de la base de données. Il faut savoir qu'on parle beaucoup des LLM comme étant le champion de toute catégorie qui transforme tout, mais finalement c'est ce que les utilisateurs finaux voient. Derrière les LLM, il y a des bases de données, il y a des vector stores qui permettent d'aller, ce qu'on appelle maintenant vectoriser des bases de données et de rendre accessibles aux LLM de façon digeste les données, les documents qui vont être pertinents pour exécuter la requête de l'utilisateur. Donc, dans notre exemple, le LLM n'était pas en capacité d'aller chercher une réponse dans une base documentaire de 10 000 ou 20 000 documents. Il fallait que le vector store, sur la base de la requête, comprenne quels étaient les quelques documents qui étaient pertinents. Et sur cette base de ces documents-là, le LLM va ensuite exécuter et formuler une réponse. Je le dis avec des mots simples, la préparation des données qui permettent de déployer le LLM est au moins aussi important que le modèle proprement dit qu'on choisit. Là, comment on le déploie. Oui, exactement. Donc c'était ça le projet de départ. Alors c'est un projet qui a été validé puisque, quelque part, Georges a passé sa période d'essai en étant testé sur une première due diligence au début de l'été. La plus-value a été validée par l'ensemble des gens l'ensemble des utilisateurs. Donc maintenant, c'est un projet qui est en production, qui est utilisé à chaque nouvelle due diligence et qui est utilisé par une cinquantaine d'analystes chez notre client. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été vraiment construit avec les utilisateurs et avec les trois sortes d'utilisateurs qu'on imaginait au départ. C'est-à-dire les analystes qui, dans leur quotidien, vont avoir besoin d'aller lire, analyser, synthétiser l'ensemble des documents de la base de la data room. Les spécialistes qui, eux, vont chercher des données extrêmement précises sur un secteur ou sur une fonction. On prendra tout à l'heure l'exemple d'une société de transport, et donc on sait que la logistique est clé, et donc d'aller chercher des sujets clés sur la logistique. Puis il y a les partenaires de ce fonds d'investissement qui, tout au long de la due diligence, vont avoir des rendez-vous clés avec le comité exécutif de la société codiquée, avec ses pairs aussi, pour les convaincre du bien fondé de l'investissement, et qui va avoir besoin de rechercher des informations aussi extrêmement précises avant ces réunions pour les préparer. Et du coup, vous en êtes où? Vous avez réussi à le développer? C'est développé, c'est en production. On peut l'illustrer à travers une petite vidéo. Donc là, on va voir un partenaire, parce que ça a été le premier élément un peu de surprise, c'est que finalement, le partenaire a été au moins un utilisateur au moins aussi friand de la solution que les analystes. Il va poser une première question sur justement une société de transport en lui demandant au LLM finalement quels sont les points forts et les points discriminants à retenir en matière de logistique de cette société. Donc là, c'est pareil, finalement, la solution va aller identifier via le vector store les documents qui sont les plus pertinents, va les remonter au LLM et qui va proposer une réponse où il va écrire de façon très précise, voilà quels sont tous les points positifs en matière de logistique de la solution. Et il va proposer les liens sur lequel, puisque c'était un sujet clé, pour donner de la confiance aux utilisateurs, de pouvoir montrer ces sources sur lesquelles il s'est appuyé, et l'utilisateur va pouvoir cliquer sur les sources, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc là, la source et le passage du document sur lequel il s'appuyait pour construire sa réponse s'affiche, ce qui permet de sécuriser la cohérence, la pertinence de la réponse qui a été proposée, et à l'utilisateur de vérifier qu'on est bien dans le vrai. Donc ces documents qui sont sur la droite, ça peut être des documents Word, des documents PDF, des documents PPT. Et depuis peu, on a rajouté une fonctionnalité qui était aussi d'aller faire des requêtes SQL dans des bases tabulaires, dans des tables. Et quand on fait une due diligence et qu'on a plein d'informations financières, des tableaux financiers, c'est aussi un élément extrêmement important. On a une question sur... Tu arrives à garantir la confidentialité de ces documents et de cette base de données en utilisant LLM ?
Tout à fait. Donc là, on est sur une installation qui est sécurisée, qui est propriétaire. On n'utilise absolument pas le chat GPT grand public ou une autre solution grand public. Donc tout est une solution open source, sauf erreur. Non, alors là, on n'utilise pas une solution open source. On utilise pour le coup l'API d'OpenAI, mais sur les solutions qui sont sur du cloud privé. Et puis, du coup, l'ensemble des données restent confidentielles dans un environnement sécurisé. Tout à fait. On imagine bien que sur des données de due diligence, les données sont assez sensibles et la sécurité et la confidentialité des données est clé. Et du coup, il y a une question à travers cet exemple qui revient sur ce que disait Alex, qui est prompting tuning, c'est-à-dire comment on s'assure la performance entre ce qui relève finalement du tuning, qui est de l'entraînement du modèle proprement dit, et l'effort qu'on fait d'entraînement, et puis le prompting, qui est la manière avec laquelle on entraîne finalement la personne qui va solliciter le modèle, c'est-à-dire celui qui va être dans le ping-pong avec le modèle. On peut aller sur la question suivante de la démonstration qui va illustrer un petit peu ça, les différents types de prompting qu'on peut avoir. On a une seconde question où le partenaire nous dit j'ai un meeting dans 1 heure avec le CEO de la société auditée. J'ai besoin de connaître les projets supply chain qui sont en cours, les documents que je dois absolument lire avant le rendez-vous et j'aimerais bien avoir une proposition d'agenda. Là, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, la solution va proposer une liste de documents à lire, expliquer pourquoi ils paraissent clés, et puis va proposer un agenda. Autant pour la première question, on va avoir besoin que la réponse elle soit, je dirais, très exacte et qu'elle ne soit pas très créative, qu'elle réponde exactement à la demande. En revanche, pour faire une proposition d'agenda, on va avoir besoin que le LLM soit un peu plus créatif. Ça revient au sujet de la température qu'évoquait Alex tout à l'heure, qui doit être gérée. Donc, pour ça, il y a plusieurs enseignements qu'on a tirés. Comment on va avoir de la performance sur ces sujets-là. Donc là, c'est ce qu'on a appris sur cette solution. C'est sur la slide suivante, sur les premiers enseignements. Le premier, c'est effectivement que la performance, elle ne demande pas du tout que du LLM en tant que tel pour gérer ça. Donc je reviendrai sur le sujet du prompt engineering et du fine-tuning, mais au-delà de ce qu'on voit, il y a le sujet de ce qu'on appelle des agents, qui a été un peu évoqué par Alex tout à l'heure, qui sont finalement des outils qui vont mettre du lien entre le LLM et tout un ensemble de composants pour exécuter des tâches. C'est une sorte de contrôle qualité, c'est ça? Alors, c'est un petit peu ça. En tout cas, ça va permettre de dire que quand je veux faire une requête SQL, on va faire appel à un agent qui va comprendre que pour une requête SQL, il doit faire appel à tel paramétrage du modèle, avec tel niveau de température, et utiliser potentiellement un LLM qui est le plus performant pour faire des requêtes SQL. En revanche, quand je vais lui demander... Cet agent est virtuel, voilà, c'est effectivement un élément technologique de la solution. En revanche, quand je vais lui demander de proposer un agenda, là, on va utiliser un autre agent virtuel qui va comprendre que dans ce contexte-là, il doit exécuter un certain nombre de tâches et faire appel à un LLM qui va avoir un autre niveau de température, un autre niveau de paramétrage pour fournir une solution la plus fiable. Il y a une question, est-ce que tu as un process de contrôle qualité proprement dit par ailleurs? Oui, on a un process de contrôle qualité qui s'appuie sur ces éléments, sur ces agents, qui s'appuie aussi sur les méthodes de prompt engineering. Donc effectivement, il y a le prompt engineering, on va dire front office, pour simplifier. Il va être les guidelines qu'on va donner aux utilisateurs finaux. Donc on va leur proposer des prompts tout faits pour des typologies de questions qui reviennent le plus souvent. Vous entraînez les utilisateurs finaux exactement, à utiliser le modèle. On sait que quand la question est formulée de telle façon, le modèle va être plus fiable que s'il est formulé d'une autre façon. Donc on leur donne une espèce de guide d'utilisation. Décomposer la question, c'est ça? On dit chaîne de pensée, il faut essayer de créer une série de questions dans la question. Exactement. Mais ça, alors c'est un autre enseignement, je reviens autour de l'expérience utilisateur. Mais effectivement, il y a tout ce prompt. Et puis, il y a le prompt back-office qu'on évoquait aussi tout à l'heure, quelque part, que l'utilisateur ne voit pas. Mais on va contraindre la solution pour qu'il comprenne que pour tel type de requête, il va devoir agir de telle façon et se comporter de telle façon. Donc, en fait, on essaie d'identifier les domaines de validité dans lesquels les modèles vont être les plus performants et en fonction de la requête, de faire appel à un modèle qui est paramétré d'une façon pour être le plus performant. Donc ce sujet du prompt engineering, comme le sujet des agents, sont deux sujets qui permettent de faire du contrôle qualité. Le troisième, c'est un sujet qui est absolument clé, qui est celui
du feedback utilisateur. Okay. Donc on n'est absolument pas sur des solutions qui peuvent être complètement autonomes. On reste sur le fait que feedback is a gift. On a besoin des retours utilisateurs et c'est de l'amélioration continue en permanence, puisqu'en fonction des retours utilisateurs, on va comprendre dans quelle situation la solution est particulièrement pertinente, parfois dans laquelle il y a encore de la hallucination. Et on va travailler sur ces sujets-là pour proposer des façons de requêter, de poser des questions qui vont permettre de diminuer ces hallucinations. Ce qu'on voit assez bien dans ce que tu décris, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans tous les projets d'intelligence artificielle qu'on conduit, et bien avant les LLM, c'est le rôle des métiers et d'une sorte de product owner dans l'ensemble de ces dimensions, c'est-à-dire se réapproprier le prompting et se réapproprier ces mécanismes de feedback pour bien certifier la qualité et la reproductibilité de cette qualité. Tout à fait. Et ce qui a permis d'avoir un maximum de feedback de qualité, ça a été aussi l'expérience utilisateur qu'on a proposée dans la solution. Donc je commençais avec le trait d'humour en disant je vais vous présenter Georges, mais le fait d'humaniser finalement cette solution, de lui donner un langage naturel, le plus naturel possible et qui ressemble plus à un analyste, on s'est rendu compte que du coup les utilisateurs étaient plus enclins à utiliser la solution, avaient plus envie et étaient plus tolérants, et ça c'est assez amusant avec la solution. C'est-à-dire que quand ils s'aperçoivent que l'agent conversationnel ne sait pas répondre à leurs questions, ils sont plus enclins à lui reposer, à reformuler, à faire un feedback, à nous envoyer un feedback qu'au départ quand c'était un bot un peu plus technologique. Et Georges, dans un cabinet d'avocats, c'est la bonne référence. C'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure en photo. Exactement. Et pour l'anecdote, ils lui ont fait passer le test qu'ils font passer tous leurs analystes juniors. Il l'a passé avec succès. Donc il a définitivement passé sa période d'essai.